L'histoire de Betclic depuis le départ à Londres. Alors c'est une longue histoire. Tout a commencé fin 2005, début 2006. Moi j'ai rejoint Betclic en février 2006. Il y avait déjà quelques personnes de présentes. C'était à Londres, donc à Camden, dans le quartier de Camden. C'était un petit bureau, un peu plus grand que celui-là, mais pas beaucoup plus grand. Il y avait une dizaine de personnes. Je crois que je suis l'employé numéro 10, je suis pas sûr, mais aux alentours. Donc c'était une toute petite start-up, ça venait de se monter. Voilà, donc on attaquait, on découvrait cette industrie. Ensuite, ça a très vite évolué, on a recruté pas mal de personnes, le marché s'est développé, on a déménagé, on est passé dans un bureau un peu plus grand, on s'est adapté quoi. Et puis le premier tournant, c'était 2010, donc après 4 ans d'existence. 2010, la régulation française, la régulation .fr, c'était juste avant la Coupe du Monde 2010. Et donc ça a changé énormément de choses dans notre façon de faire, puisqu'il y avait une régulation et donc il fallait obéir à des lois, à des règles. Donc ça a complètement changé notre façon de faire. Et au début, toi à Londres, combien il y avait de traders? Moi, tu étais le premier trader. Non, j'étais pas le premier, on était trois. Il y avait un Italien qui était en charge de la partie trading, et il y avait Paul, un Anglais, qui est arrivé 1 ou 2 mois avant moi. Moi, mon premier poste, j'étais pas un trader au début, je suis arrivé pour aider, en gros. Parce que c'était encore tout petit et il fallait être polyvalent et être capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc moi, je m'occupais du site. Donc je faisais les articles, je gérais les photos, enfin, je faisais en sorte que le site rende bien, quoi, présente bien. Je répondais aux clients aussi. Bon, il n'y avait pas beaucoup de clients, pas beaucoup d'emails à l'époque, mais je répondais aux clients par email. Et j'aidais donc les traders. Donc les deux traders, je les aidais à rentrer des résultats ou à leur trouver des infos sur le sport français, vu qu'anglais et italien, ils avaient un peu de mal à trouver des infos sur je sais pas, la Ligue 1, la Ligue 2 ou sur d'autres sports français. Et petit à petit, ils m'ont appris le travail, quoi, le job de trader qui est pas simple au premier abord, surtout pour les Français, parce que c'est pas quelque chose qui nous parle vraiment, quoi. C'est vraiment une industrie nouvelle. Donc ça a pris un peu de temps, mais ça s'est bien passé, ils ont été patients et donc ils m'ont appris tout ça. Et puis petit à petit, j'ai gravi les échelons. J'ai eu la chance, comme c'était une start-up qui démarrait, de gravir les échelons assez rapidement. Je me suis retrouvé en charge du football au bout d'1 an. Et c'était pas une mince affaire parce que à l'époque c'était vraiment tout manuel, hein, parce que le métier c'est vachement développé depuis 9-10 ans. On est passé de tout manuel à beaucoup d'automation et d'outils à gérer. Donc à l'époque c'était vraiment, je rentrais toutes les cotes manuellement, ça prenait un temps fou. Les paris en direct sont arrivés. C'était pendant la Coupe du Monde 2006, le premier pari live sur Betclic. Et combien de bet type? Oh là là, c'était assez archaïque à l'époque. Je pense qu'on offrait le résultat du match, le prochain but. Je crois qu'il y avait 4 marchés. Résultat du match, résultat à la mi-temps, prochain but et le fameux prochain corner, qui était assez difficile à gérer parce qu'il fallait vraiment être concentré sur le match et pas louper un corner justement. Il y avait 4 marchés à l'époque, c'était tout manuel. C'était une bonne galère. Mais c'était assez marrant, c'était vraiment le côté, c'était les débuts et c'était vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant et puis donc comme on a développé l'offre en direct, donc au début c'était du foot, après du tennis, après d'autres sports, plus de bet type, plus de types de paris. Et donc on a recruté des traders anglais, français, des jeunes, donc qui nous ont aidés et qui faisaient pas mal de paris en direct au début. Donc vous étiez une équipe de combien? On est monté jusqu'à pas loin de 50, hein, à un moment, je pense, avant de venir à Gibraltar, donc en 2000. Après la régulation.fr, donc entre 2010 et 2011, on devait être une bonne quarantaine, peut-être une petite cinquantaine. Ouais, il y avait beaucoup de monde, rien que l'équipe football, c'était pas loin de 20 personnes. Et pour vous, est-ce que le Classico est un match vraiment spécial? Ouais, c'est vraiment un match important, c'est un moment important de la saison et c'est un match où on peut, comment dire, on peut travailler pas mal autour. C'est-à-dire qu'en termes de communication, de pub, de marketing,
C'est quelque chose qui nous sert énormément pour recruter des nouveaux joueurs, pour parler de notre offre et faire parler de BetClick. Et puis ensuite, c'est un match qui intéresse énormément les joueurs. Tout le monde place un pari sur ce match, tout le monde a un avis, soit Paris, soit Marseille. Et donc on voit beaucoup d'activités en termes de turnover, du nombre de bêtes. On prend facilement 10 fois plus qu'un match, même qu'un gros match de Ligue 1 habituel. C'est-à-dire qu'entre un Paris-Lyon et un Paris-Marseille, c'est x10 sur ce Paris-Marseille, sur ce Classico. Et prenons un exemple avec ce match-là. Comment il est géré? C'est-à-dire que tu as l'équipe foot qui le gère toute la semaine et qui vérifie que les cotes sont bonnes. Et après, pendant le match, il donne le témoin à l'équipe Implay, c'est ça? C'est ça. En fait, l'équipe pré-live, l'équipe foot va s'occuper du match à partir du moment où ils le mettent en ligne sur le site. Donc c'est généralement à peu près 2 semaines avant le match. Et ils vont surveiller l'évolution des cotes, ils vont surveiller les informations, ils vont surveiller un peu le risque aussi, voir où est-ce qu'on prend de l'argent et pourquoi. Et donc ils vont faire ce travail jusqu'au moment du coup d'envoi. Au moment du coup d'envoi, c'est le trader qui s'occupe du direct, qui prend la main et qui va faire évoluer les cotes en direct selon ce qui se passe sur le terrain. Donc s'il y a un carton, s'il y a un but, les cotes changeront à ce moment-là. Mais l'équipe football n'est plus impliquée à partir du moment du coup d'envoi. Et comment bosse le trader de l'équipe football? Il fait un benchmark des concurrents, avec quel site il bosse, comment ça se passe? Est-ce qu'il peut aussi prendre une position, se dire bon, Paris a vraiment besoin de gagner, Zlatan va peut-être jouer, à quel prix je peux me positionner? Le trader peut toujours prendre une position. C'est assez facile de changer la cote et de prendre une position par rapport au marché. Dans le cadre d'un Classico, d'un PSG Marseille, on a un marché très solide où tout le monde plus ou moins sur le marché a la même cote. C'est une cote qui est juste, qui a été calculée par plein de monde, hein, pas que nos traders, mais tous les autres traders en fonction des probabilités, des résultats, de la forme. Une cote a été calculée et on peut être un peu plus haut que le marché ou un peu plus bas que le marché, mais très légèrement dans ces cas de figure parce que c'est un marché solide avec une cote qui est plutôt exacte. Donc il y a assez peu de marge de manœuvre dans ces cas-là. Et quel site regarde le trader football pour avoir une idée de sa cote? Ça dépend, il n'y a pas de règles à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des traders qui fonctionnent de tête, qui fonctionnent à l'information, qui vont regarder, je sais pas, des sites comme l'équipe ou qui vont aller sur d'autres sites spécialisés pour trouver leurs informations. Nous, on a des sites ensuite qui nous permettent de voir où se trouve le marché, c'est-à-dire qu'on voit un peu les tendances du marché, si la cote évolue vers le haut, vers le bas, ça nous aide légèrement. Mais ensuite, il n'y a pas vraiment de façon de faire. Hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça a bien changé depuis 10 ans, depuis les débuts, enfin, quand BetClick a commencé. Là où on faisait les cotes manuellement, je me souviens, il y avait 3-4 personnes qui réfléchissaient aux cotes, chacun de leur côté. Et ensuite, on les comparait et on arrivait à une sorte d'accord. C'est-à-dire que moi, disons sur le Classico, je partais en me disant, bon, Paris 1,80. Un autre trader va venir avec, je sais pas, Paris à 1,60. Et là, on discute, on débattait et on partait sur une cote comme ça. Là maintenant, le marché s'est développé, c'est bien plus compétitif aussi, il y a plus d'outils. Donc oui, il y a plus tout ça en fait, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est bien plus automatisé. Et ça s'est vraiment bien passé, c'est toujours un événement particulier. C'est la 3e Coupe du Monde de BetClick. Je me rappelle de la première, c'était en 2006. Évidemment, les Français parient sur la France, il y a toujours un côté chauvin pour la Coupe du Monde, c'est normal. Donc, si la France gagne une Coupe du Monde, bah nous, bon, moi je serais content en tant que Français, bien sûr, mais en tant que supporter, mais d'un point de vue business, ça nous fait mal, évidemment, parce qu'on aurait à payer les joueurs qui ont parié sur la France. Alors, en 2006, on n'est pas passé loin pas de la catastrophe, mais on n'est pas passé loin d'une bonne claque. Mais bon, la France a perdu en finale. 2010, bon, on n'a jamais eu peur. En 2010, on a vu après quelques matchs bon, on a 3 matchs en l'occurrence, mais bon, la France s'est fait éliminer au premier tour.
Et justement, ça doit jouer quand même sur votre turnover, le fait que les Français soient éliminés si tôt. C'est ça, en fait, c'est pour ça que 2014 était vraiment, bon, peut-être pas idéal, mais en gros, on veut qu'il y ait un intérêt autour, un engouement autour de cette coupe du Monde. On veut que les parieurs la suivent et aient envie de parier. Et donc, si la France réalise un parcours, un bon parcours, c'est mieux évidemment. Alors en 2010, après trois matchs et une défaite au premier tour, bon, ben, les Français éliminés, et donc les gens s'intéressent un peu moins à la Coupe du Monde. On s'intéresse toujours, il y a toujours des paris, on parie, je sais pas, sur l'Allemagne ou sur l'Angleterre ou l'Argentine, le Brésil, ça dépend, mais il n'y a pas cet engouement autour de la France, cet engouement aussi médiatique, on en parle moins dans les médias, et donc oui, ça a un effet un petit peu. Enfin, c'est moins bon pour nous. En gros, 2014, ça s'est bien passé parce qu'on avait une équipe qui a plutôt pas mal joué, qui a perdu en quart. Donc on aurait préféré que la France aille plus loin, on aurait préféré que la France aille en demi-finale ou en finale. Je pense qu'on n'aurait pas trop aimé que la France gagne la Coupe du Monde, mais on aurait fait avec. Hein. En tout cas, là, on a vraiment vécu une belle Coupe du Monde. En termes de résultats, en termes d'offres, en termes d'intérêt des joueurs aussi. C'était vraiment une belle Coupe du Monde à suivre. Et les ingrédients parfaits pour qu'un opérateur réussisse sa Coupe du Monde, c'est pas mal de matchs nuls, des surprises, en gros, c'est ça? Ouais, évidemment, les gens parient sur les gros pays, enfin les gros pays de football, hein, que ce soit l'Allemagne, l'Argentine, le Brésil, la France, l'Espagne. Donc que quelques-uns de ces pays réalisent une belle Coupe du Monde, on a vu l'Allemagne a gagné, bon, c'est pas pour ça qu'on a fait une mauvaise Coupe du Monde, que quelques-uns de ces pays fassent une belle Coupe du Monde, ça nous dérange pas plus que ça, mais il faut que quelques-uns se plantent, et se plantent bien. Donc en l'occurrence, là, on a eu de la chance avec l'Espagne, qui s'est bien plantée, on a eu l'Italie, qui s'est pas mal plantée aussi, les Anglais, toujours là pour nous aider, les Anglais, et ils se sont plantés aussi. Donc voilà, on a une bonne balance entre gros qui se sont un petit peu cassés les dents et puis d'autres pays comme la France ou l'Allemagne, le Brésil, qui ont été plus loin dans la compétition et qui ont donc maintenu cet intérêt. Parce que c'est sûr que si on a une finale, bon, je ne vais pas manquer de respect à certaines équipes, mais bon, si c'est deux plus petits pays, deux surprises, il y aura moins d'intérêt. Une Coupe du Monde, on veut qu'il y ait le Brésil, on veut qu'il y ait l'Allemagne, on veut qu'il y ait l'Argentine, l'Italie.